ومولانا وابا يا سيدي بابا ويربح من الصلاة على النبي. ويا بابا ويا سيدي رضوان الله تعالى دنيا غرارة ويانا دنيا غرارة. ويا بابا سيدي بكي والنادي وهي الولي أني كرميت العار هيا مولا الأمان أبا وابا. Bonsoir à tous. Le principe que j'ai envie de faire ce soir, c'est de poser des questions sous un format un peu américain d'interview musclé, où je t'interromps, où j'essaie de te prendre ce que tu peux donner et ce que tu peux cacher. La première question, toute simple, c'est comment était ce garçon Abdelhaj qui est né à la Casbah de Marrakech? Comment était ta famille? Comment étaient ces premières années formatrices? J'étais du côté du palais, mais en même temps, j'étais du côté du quartier juif. J'étais là où il fallait. Quelque part, quelqu'un dans un quartier protéiforme, dans un quartier où la première personne qui m'a soigné, parce que j'avais eu un petit quelque chose, c'était Monsieur Robert. Mais Monsieur Robert est juif. Il est soigné à Adelaide. Et voilà. Et Monsieur Robert, il arrivait chez mon père, qui travaillait à la Radema, face l'image, et lui amenait Al-Khat. C'est-à-dire le petit truc بحال الرغايف ديالنا تيجيبهم لينا حتى البطال. انا ساكن في در لي زحمات. Et Monsieur Robert, juif de son état, me soignant moi, prenant soin de moi, m'amène à Raqaq. Il n'y avait aucun problème entre sa judaïté et mon islamité. Mon père était son ami. Il n'y avait pas de problème. Il n'y en aurait jamais. Sauf que, quelque part, l'une des choses qui me faisait le plus plaisir, c'est de voir, au-delà de Monsieur Robert, au-delà, c'est le Hajj Ahmed, tout simplement, un beau mec qui était amoureux de la plus belle juive qui était Fasla. Mais comment se fait-il que ce beau mec, fondamentalement musulman, ou fondamentalement ce qu'il est, amoureux de cette belle juive, et nous étions là pour dire, mais quel beau couple, Fars le Maj. Tu m'interpelles sur mon... Non, c'est Marrakech aussi. Sur mon enfance. Mais mon enfance était ça, de voir ce couple-là. Et je ne suis pas le seul. Et j'ai quelqu'un auquel je ferai référence tout à l'heure, qui connaît parfaitement bien. Nous n'avions aucun problème. Le Marrakech que nous avons vécu, le Marrakech que nous vivons, c'est un Marrakech fondamental.
où il n'y avait aucun hiatus, aucun hiatus. Alors maintenant, que faisons-nous avec notre Marrakech? Vas-y. Alors, tu commences à apprendre en arabe, tu fais des études en arabe et tu apprends aussi le français à l'école. C'est à l'école que tu as appris le français. Ben, heureusement que j'ai appris le français à l'école. Avec des professeurs marocains. Non, mais avec des professeurs français. Je me rappelle de mon professeur qui m'a dit tout simplement: tire-toi de Marrakech, tire-toi du Maroc. Tu n'es pas quelqu'un qui va subir. Est-ce qu'à cette époque, on sentait l'oppression peut-être, oui, d'une certaine manière, de manque de liberté, ou pas forcément? Tu ne l'as pas senti quand tu étais adolescent, au début de la jeunesse? Non, mais attendez. Vous parlez de pression, de parler de manque de liberté, Non. Tu te sentais pas? Non, excuse-moi, il n'y avait pas de manque de liberté, il n'y avait pas de manque, il y avait tout simplement de manque de dire ce que nous avions à dire lorsque nous le disons le 23 mars. Et toute la contestation absolue, nous l'avons faite, mais nous l'avons faite de manière peut-être qui ne corresponde à rien. Parce que, actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Toutes les personnes qui sont passées par ce schéma-là, attention, qu'on ne nous accuse pas d'avoir contesté pour rien. Nous avons contesté, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Mais il se trouve que... Abdelhaj, tu es arrivé à 19 ans à Paris. Il y avait d'autres étudiants. Je devais partir, parce qu'autrement, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Ou j'allais en prison, ou je partais. Je suis parti avec un passeport de 6 mois. Allah yarham si Sabban, que Dieu est... C'est lui qui m'a donné un passeport de 6 mois. Et je n'avais même pas le droit de l'avoir. Et je l'ai eu. Et je suis parti. Et je suis revenu. Et je suis revenu sans aucune. Et je suis revenu sans la nationalité française. Parce que je ne la voulais pas. Avant de parler du retour, moi ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que ça supposait ces étudiants marocains à Paris. Comment étaient ces étudiants marocains? Est-ce que tu les fréquentais ou non? Mais bien sûr que je fréquentais les étudiants marocains, bien sûr. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est tout simplement, je n'étais pas en France pour être un agent politique. J'étais un acteur politique. C'est-à-dire quelqu'un qui pense la littérature comme acte politique. À cette époque, tu commences déjà à réfléchir sur la traduction. Mais bien sûr. La traduction, ça va rapidement. Mais obligatoirement. J'agis en étant un acteur politique, mais dans la littérature. Parce que c'est la littérature qui fomente, qui fait... Crois-moi, lorsque tu lis Barthes, lorsque tu lis Foucault, lorsque tu lis Deleuze, lorsque tu lis, est-ce que ce sont des gens tout simplement qui sont là, tout simplement pour faire une action politique? Non. Ils sont fondamentalement acteurs au niveau de la littérature pour fonder l'action politique. C'est les gens qui pensent la littérature dans ses fondamentaux qui font le politique. Tout le monde nous parle d'Omfray. Est-ce que Omfray a 80 bouquins en train de cheminer, d'imposer
une modalité pensable en France, est-ce que nous ne pouvons pas le faire? On peut le faire. On peut le faire. Sadek peut le faire. Sibn Yassir peut le faire. Sir Harissa peut le faire. Pensez que nous avons le pouvoir de fonder une pensée. Mais attention, quand tu es à l'école de cette étude sociale, as-tu déjà l'intention de te centrer sur ce type de choses, ou il y avait d'autres préoccupations qui étaient plus importantes? Des préoccupations peut-être littéraires. Avais-tu l'ambition d'écrire toi-même? Déjà à cette époque? L'ambition d'écrire, je ne peux pas te dire et te répondre en te disant que oui, j'avais l'ambition d'écrire, et j'avais l'ambition de penser, j'avais l'ambition de créer la protestation, une protestation formidable. Après l'école de hautes études, tu commences une thèse. Parle-moi de cette thèse. Mais attention, écrire une thèse, c'est défendre quelque chose, défendre une thèse. Alors, je défends une thèse. Alors, ma thèse, je l'ai faite sur Sidi Abdelrahman al-Majdoub, qu'on considère comme quelqu'un de rien du tout. C'est un troubadour, c'est quelqu'un qui... Bon. C'est un de tes alter ego, Abdelrahman al-Majdoub, un petit peu. Cet esprit libre, cet esprit protestataire, cet esprit nomade, cet esprit à la rencontre de l'autre, dans la critique, mais aussi dans l'écoute, c'est un peu ton alter ego, Abdelrahman al-Majdoub. Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr. Comment tu l'as découvert, Sidi Abdelrahman al-Majdoub? Tu connaissais déjà quand tu étais jeune à Marrakech? On parlait de Sidi Abdelrahman al-Majdoub à la Casbah, dans... Mais bien sûr que de toute façon, qu'on soit à Marrakech, ou qu'on soit à la Casbah, ou qu'on soit sur la plage Jemaa el-Fna, ou qu'on soit, Sidi Abdelrahman al-Majdoub est l'un des fondamentaux. Alors, lui consacrer une thèse. Mais qui suis-je pour lui consacrer une thèse? Je lui consacrerai une thèse, mais d'un point de vue traductionnel. C'est-à-dire comment on a traduit ces vers. Mais quand j'ai vu, par exemple, le travail qui a été fait par Henri de Castres en 1896, un bouquin que j'ai réédité, parce qu'il faut absolument qu'on le voie. Quand j'ai vu le travail que Jacqueline Semillet a fait en 1966, quand j'ai vu le travail que Henri de Prémart a fait en 1986, c'est que c'est quelqu'un qui compte. Lorsque on compare Abdelrahman al-Majdoub à La Rochefoucauld, ça m'a fait énormément plaisir. C'est que, quelque part, il se trouve que, autant La Rochefoucauld, La Fontaine, même quelque part dans sa dialectique ou dans son rationalisme, Descartes, Bergson, machin, retrouve mon cher ami, mon cher troubadour, mon cher rien de tout, et qui balance, qui interpelle, qui est Abdelrahman al-Majdoub, dans lequel je trouve du Descartes. Pour rappel, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un personnage du XVIIIe siècle, c'est bien ça? Non, XVIIe. XVIIe. XVIIe siècle, voilà. Et il a provoqué, il a fait. Il est exactement l'égal de La Rochefoucauld. On prend les maximes de La Rochefoucauld, on les compare aux quatrains d'Abdelrahman al-Majdoub. La misogynie absolue et claire et nette de La Rochefoucauld se retrouve chez Abdelrahman al-Majdoub. Pourquoi? On ne sait pas. Mais voilà que, quelque part, par-delà la Méditerranée, quelqu'un qui jouissait de tous les paramètres royaux, à un moment donné, il avait son alter ego,
mais il ne le savait pas, qui était tout simplement un troubadour, qui marchait. L'autre avait tous les honneurs et le nôtre n'avait aucun honneur. Il se trouve qu'ils sont exactement les mêmes choses. Vous prenez les maximes de la Rochefoucauld, vous les comparez aux quatrains d'Abdelrahman Mejdoub, c'est exactement la même chose. La misogynie absolue, mais la réalité de la réalité, la critique de la société. Sur la misogynie, je ne vais pas trop en parler, mais par contre, je voudrais que déjà on enchaîne sur un de tes livres, même si c'est la réédition de la traduction qu'avait fait le comte Henri de Castries de Abdelrahman Mejdoub. Je pense que c'est très pertinent, précisément dans le monde que l'on vit, que tu aies décidé de faire une réédition pour ouvrir beaucoup de pistes. Beaucoup de pistes. Une des pistes que que je trouve fondamentale, c'est tout ce qu'on a à apprendre d'une personne cultivée, un Français qui aimait profondément la culture arabe, qui le connaissait si profondément qu'ils se sont sentis capables de traduire la poésie qui n'était d'ailleurs pas écrite en arabe classique, mais dans un arabe soutenu, mais propre au peuple, un arabe qui était compris par le peuple. Ce comte Henri de Castries, c'est un personnage assez fascinant. Pourquoi c'était si fondamental de rééditer ce livre? Honnêtement, puisque tu me poses cette question-là, parce que tu m'interpelles un petit peu sur des rencontres. La rencontre, ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis, je le dois à des rencontres. Je t'ai rencontré, voilà, je t'ai rencontré. Et tu as travaillé avec moi. Et donc, on a fait quelque chose. Je rends hommage à un collègue qui est avec moi là, parce que je l'ai rencontré, et il m'a énormément apporté. Les rois, Oussed Sibni Essir, qui m'a apporté quelque chose. L'histoire n'est pas ce que je fais, c'est qui je rencontre. Je t'ai rencontré, on a fait un bouquin. Je t'ai rencontré, Sibni Essir, on a fait un parcours ensemble. Je t'ai rencontré, toi-même. Tu m'as balancé le Coran en anglais en pleine gueule. Voilà. L'histoire d'être, l'histoire d'écrire, n'est pas une histoire tout simplement de savoir, mais c'est une histoire de rencontre. C'est l'Alami auquel je voudrais rendre hommage ici, parce que c'est une rencontre que j'adore beaucoup, parce que je l'ai rencontrée. Et ce sont les rencontres qui font. Ne me dis pas ce que je produis, parce que je produis. Dis-moi qui tu rencontres. Qui es-tu dans ta rencontre? Qui es-tu dans ce postulat amoureux qui, à un moment, se produit? Alors revenons à ces rencontres. Qui t'a fait connaître la traduction du comte Henri de Castries, un personnage français fascinant, et qui t'a encouragé, qui t'a donné la motivation pour... C'est quelqu'un qui vit avec moi, Pierre Gouillet, qui m'a fait connaître Tranchant de Lunel, qui m'a fait connaître Henri de Castres, et qui m'a fait connaître énormément de choses. Et nous sommes dans un conflit de connaissances. Un conflit de connaissances entre un Français et un Marocain. Dans quel pays? Dans ce Maroc-là, dans ce Marrakech. Imaginez-vous que quelqu'un abandonne tout pour venir tout simplement s'installer à Marrakech et dire « Eh ben, je suis heureux d'être à Marrakech. » Mais avec qui? Avec moi? Mais moi, qui suis-je? Je ne suis pas Sadek Abdelahi. Je suis Sadek Abdelahi, Soumiya Majidi, Ayoub, Ouidad, Yasmin. Vous imaginez ce que je suis? Je ne suis pas ce que je suis. Je suis une famille. Je suis un absolu total avec lequel
cette personne dit tout simplement, je ne suis pas avec toi, je suis avec toi qui êtes vous. Juan, je ne suis pas moi. Bon. Après ta thèse sur Abdelrahman El Majjoub, tu décides de rentrer en Marrakech. Pourquoi? Et est-ce que tu avais le choix de rester en France? Et pourquoi? Je n'ai pas à choisir, je refuse. Et j'ai toujours refusé la nationalité française. Pourquoi? Est-ce que d'autres collègues à toi, d'autres amis marocains à Paris ont décidé de s'installer en France? Est-ce que c'est un choix? C'est leur problème. Moi, j'ai refusé d'avoir la nationalité française. J'ai refusé. Bon, d'accord. Alors, tu décides de rentrer au Maroc après ta thèse? Ben, bien sûr. Et tu décides de rentrer à Marrakech? Ben, bien sûr. Et tu rentres à l'université de Qadi Ayad? Bien sûr. Et comment ça se passe, cette rentrée à l'université de Qadi Ayad? J'ai eu mal. Comment était l'université de Qadi Ayad? On m'a fait souffrir. On parle des années 90? Je ne peux pas te raconter, je ne peux pas te dire combien on m'a fait mal. Mais je suis rentré en 1990, ça fait 25 ans que j'enseigne, ça fait 25 ans que je fais tout ce que je dois faire, mais je ne leur dirai jamais qu'ils m'ont fait mal. Jamais. 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 Je vais vous dire une chose, puisque maintenant tu as piqué un tout petit peu. En 1981, j'ai eu mon bac à Paris. Et je vais vous faire un aveu, j'en ai eu marre de Paris. Et je suis rentré chez moi. Je suis rentré à Marrakech. Et je me suis inscrit à la faculté des lettres. Je voudrais rendre hommage à l'un des personnages qui m'a dit, d'une manière amicale, j'ai présenté mon bac français, mes deux bacs français, bac français et bac philo. Je présente. Je veux m'inscrire, on m'a inscrit, et il m'a appelé. C'est Mohamed Bourali, Allah yadkhulu bi khair. Il m'a reçu dans son bureau. Moi étudiant parce que j'en avais marre de Paris. Il m'a dit, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence avec votre bac. Je lui dis quoi? J'ai un bac français, il n'y a pas d'équivalence. D'une certaine manière, il m'a dit, Foucan, tire-toi. Tire-toi. Il a refusé de m'inscrire à la faculté. Il a refusé. Comment était l'université dans les années 80-90, ici à Marrakech? Elle était... Il y avait beaucoup d'étudiants? Tu ne peux pas imaginer, il y avait énormément de choses. Mais lorsqu'il m'a éjecté, il m'a éjecté de la faculté des lettres. Il m'a éjecté. Mais tu es revenu, tu es rentré à la faculté des sciences? Mais non, je suis reparti en France, j'ai fait ce que j'avais, je suis rentré avec mon doctorat, et puis voilà. Et puis quand je suis rentré le voir, il m'a dit, tu vas rester là. Je lui ai dit non, on m'a appelé ailleurs, à Agadir, j'avais mon truc, à... Non. Tu es entré en tant qu'enseignant-chercheur. Non mais attends, rentrant en tant qu'enseignant-chercheur, mais qui es-tu? Est-ce que quelqu'un, lorsqu'il décède chez toi, un potentiel, ou lorsque toi-même, tu assumes ta responsabilité de protestataire, de contestataire, de tout ce que tu veux, et que, quoi qu'il en soit, tu es là où tu dois être. Et je ne suis pas le seul. Et tu as eu la sensation d'être là où tu devais être? Ben, heureusement, je suis tout simplement
quelqu'un qui passe, quelqu'un qui interpelle, quelqu'un qui pose des questions. Et je ne suis pas le seul. Il y en a tellement de personnes qui posent des questions et qui se disent, mais s'il vous plaît, qui sommes-nous dans ce pays, en tant qu'intellectuels, en tant que penseurs? Attention, attention, nous sommes ce que nous sommes. Tu enseignes de la littérature comparée et la traduction, si je comprends bien. La question de la traduction prend une dimension énorme. Et si j'ai bien compris, il y a une question qui commence aussi à être fondamentale pour toi, et je pense que c'est un peu intéressant qu'on en parle. C'est la question des possibles et des puissances et de toutes les hypothèses possibles qui s'ouvrent avec la traduction du texte sacré du Coran. Tu me poses une question assez horrible. J'ai essayé de comprendre un petit peu à quoi sert la littérature. Est-ce que la littérature sert tout simplement à ce qu'on écrive des romans, à ce qu'on fasse des fictions, à ce qu'on fasse rêver? Non. Alors, la question fondamentale, aucune littérature ne puisse exister si préalablement on n'a pas pris en considération le paradoxe traductionnel. Est-ce que lorsque je lis Dostoïevski, ou je lis Mishima, ou je lis Joyce, ou je lis des écrivains, Faulkner, par exemple, est-ce que je les lis dans leur langue? Il m'est impossible de les lire dans leur langue. Qu'est-ce que je fais? Je les lis en traduction. Qui est le traducteur? Qui est ce bonhomme qui préalablement a aimé cette œuvre pour pouvoir me la transmettre? Et lorsqu'il me la transmet, il me la transmet sur un schéma ou un paradoxe qui fait que sa subjectivité apparaît dans la traduction et il me la donne. Et moi je lis par exemple Joyce, Au-dessus du volcan par exemple de Malcolm Lowry, ou je lis Molly de Henry James. Elle m'est impossible de la lire en anglais. Comment se fait-il que j'ai l'impossibilité de lire l'absolue œuvre dans sa langue, et voilà que je lis l'œuvre dans une autre langue, par l'intermédiaire d'un traducteur? C'est cette problématique qui m'intéresse, qui fait que comment se fait-il que je suis immanquablement obligé de passer par l'intermédiaire de quelqu'un, d'un traducteur? J'accepte le factum, j'accepte l'absolu du traducteur, je l'accepte parce que j'ai envie de lire Joyce, j'ai envie de lire Dos Passos, j'ai envie de lire Faulkner, j'ai envie de les lire. Mais voilà qu'il m'est impossible de les lire comme ils ont écrit. Et je passe par quelqu'un. Alors, l'avis, l'idée que j'ai sur Faulkner, sur Joyce, sur Heidegger, sur Nietzsche, sur Arendt, par exemple, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne peux l'avoir que par l'intermédiaire d'un traducteur qui manipule ma pensée. Hors de question que j'admette ça. Et voilà que la traduction devient le fondamental de la chose. C'est-à-dire comment un traducteur manipule ma pensée. Fait que Sartre,
il a tout pensé ou tout écrit à propos de Heidegger, Nietzsche, tout ça. Mais qu'en avait-il comme connaissance de l'allemand absolu? Rien. Rien. Construction de l'existentialisme sur un postulat traductionnel qu'il ne connaissait même pas. Arendt. Qui a compris Arendt comme il se doit? Qui l'a lu en allemand comme il se doit? Personne. Ricoeur se battait sur Althusser. Husserl, pardon. Husserl, parce qu'il a fait sa thèse sur Husserl. Ah, il connaissait parfaitement l'allemand. Et lorsqu'il est arrivé à dire voilà ce que Husserl, personne ne l'a compris. Personne ne l'a compris. C'est après que la problématique de la traduction est fondamentalement fondatrice d'un non-sens de gens qui ont construit une idéologie, notamment les Français, et qui ont amené à ce que Heidegger a été mal compris, Nietzsche a été mal compris, Husserl, Althusser ont été mal compris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mal traduits. Alors maintenant, revenons aux fondamentaux, c'est-à-dire traduisons comme il se doit. هل النص القرآني مفهوم في حقه؟ لو عرفنا ما هو بناء على ترجمته. Oui. Personne n'a compris le texte coranique comme il se doit comprendre, parce que tout le monde s'est basé sur une traduction ou sur des traductions fallacieuses. Alors, et c'est pour ça qu'on ne nous comprend pas. On ne nous comprend pas. Je pense pas que... Enfin, je ne veux pas rentrer dans cette polémique avec toi. Je pense que il n'y a pas vraiment de mauvaise traduction. Je crois que l'accumulation de traductions est ce qui est vraiment significatif. Le fait est que tu étudies une série de traductions du Coran, de Blacher, Kazimierski, d'autres traductions. Tu te poses des questions et tu transmets à tes étudiants, à des générations d'étudiantes qui te découvrent à l'université de Qadi Ayad. Mais le schéma avec les étudiants, il est simple. C'est leur dire tout simplement, vous avez affaire à quoi? Est-ce que vous avez affaire au Coran ou vous avez affaire au texte coranique? Moi, je travaille sur le texte coranique. Le texte coranique, c'est un factum. Un factum, quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est lisible. Pour que je puisse le comprendre, je voudrais le voir dans ces schémas traductionnels. Lorsqu'il est traduit en français, lorsqu'il est traduit en anglais, lorsqu'il est traduit en allemand, il m'interpelle. Il me montre ce qu'il est, c'est-à-dire son pouvoir dans une langue. Tu sais ce qui me fait plaisir avec le texte coranique? Lorsque je lis Masson, ou lorsque je lis Blacher, ou je lis Berck, ou je lis ou Boubacar par exemple, c'est comment je suis heureux que le Coran a converti la langue française à la coranique. Pour enchaîner un peu sur la traduction, tu as accompagné, enfin quelque chose t'a accompagné peut-être depuis que tu étais étudiant, mais au bout d'un moment c'est passé de la musique à la traduction, c'est ton rapport, pas seulement avec Nassel Rewan, à faire connaître cette chanson protestataire marocaine vers d'autres langues. C'est de dire tout simplement que le Maroc, à un moment donné, par l'intermédiaire d'un groupe qu'on pourrait appeler quoi? De la folk song, de la rock song, de la protest song. Moi je la considère comme de la protest song.
dans les années 70, ben voilà, il y a un groupe qui a osé dire autrement qu'on en a marre de l'injustice, de telle et telle et telle et telle chose. Et ils l'ont chanté de manière tout à fait, comment on pourrait dire, non réfléchie, non réfléchie, parce que ce n'était pas quelque chose programmatique, aucunement. Ils ont chanté. Et puis voilà que nous nous sommes retrouvés avec des textes fondamentalement protestataires. Et en les voyant, je me suis dit, ah bah tiens, à qui s'adressent ces textes-là? Ils s'adressent uniquement aux Marocains. Quelle bêtise! D'autant plus que les thématiques qui sont abordées sont des thématiques universelles. Mais voilà qu'ils se retrouvent à chanter à Paris, à chanter à Londres, chanter à Toronto, chanter à New York. Mais ils chantaient en arabe. Et que on fonctionnait tout simplement avec des rythmes. Et les gens demandaient, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors donc, il fallait traduire. Il fallait les mettre à la portée de tout le monde. Et puis, bon, je me suis risqué à les traduire. Peut-être bien ou mal, peu importe. Mais tout simplement, de convertir la langue, c'était Abdelrahman Mjdour, ou la langue ديال الحي المحمدي ou la langue ديال القصبة هنايا في مراكش, de la convertir à la langue de Molière. On m'en a voulu d'ailleurs, parce que je traduis mal. Mais en traduisant mal, c'est que j'étais le traduit. Faites mieux que moi. Je vous invite, au moins, j'ai traduit mal. Qu'est-ce que ça veut dire traduire mal? C'est traduire comme je pense, traduire comme je veux. Et si vous n'êtes pas content, faites mieux que moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on s'est retrouvé à traduire. On va entrer dans une phase, on doit commencer on s'approche de la fin. C'est un jeu, c'est un tour de reconnaissance. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre brièvement quelque chose. Ton épouse. Je veux simplement une réponse brève sur un tour de reconnaissance d'une série de questions. Une réaction par rapport à des personnes que je vais te mentionner. Ton épouse. Ah. Une réaction. Ah, mon épouse. C'est horrible. Il me pose la question de savoir qu'est-ce que je pense de mon épouse. Elle est où d'ailleurs? Nulle part ailleurs. Non, parce que tout simplement, sans elle, je ne serais pas là. Et c'est ce que j'appelle ma moitié juridique absolue. Et que, effectivement, lorsqu'elle m'a dit un jour, un soir, et je vous le dis sincèrement, elle m'a dit « J'en ai marre de toi parce que tu n'arrêtes pas d'écrire, de penser, de machin, alors je demande le divorce. » Je lui ai dit « D'accord, je t'offre tout ce que tu veux, mais peut-être, est-ce que tu veux m'abandonner ou tu veux me laisser ?» Je lui ai offert d'aller à la Mecque. Elle a été à la Mecque. Elle était la plus heureuse des hommes. Elle a trouvé son amant. Son amant, c'est Dieu. Et lorsqu'il est revenu me voir, je lui ai dit « Comment vas-tu » Il m'a dit « Je l'adore, ce Dieu. Chez qui tu m'as envoyé. » Alors, simplement, non pas que j'ai une femme, j'ai un partenaire
avec lequel j'ai un pacte que je ne dépasserai jamais. Il ne s'agit pas d'une question d'amour, il ne s'agit pas d'une question de l'avoir pour l'avoir, et c'est tout simplement que je suis son serviteur. Alors, tu veux cette réponse-là? Ça va très bien. Eh ben voilà. Abdelhai, une chanson. Laquelle? Une chanson importante pour toi. Une chanson, rien qu'une chanson, rien qu'une chanson. Une chanson de Nasr Ewan, qu'est-ce que tu veux? Un professeur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un professeur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Juan? Je meurs. Dernière question, un ami. يا جمال رد جمالك علينا راحنا ولاد ناس وبالخير تربينا وتجي انت يا جمال وتدوز جمالك علينا لبسنا الحرير ورميناه عرفنا الخير وبغيناه وتجي انت يا جمال وتدوز جمالك علينا يا جمال يا جمال رد جمالك علينا احنا ولاد ناس وفي العز تربينا انا وياك. Merci beaucoup. Pour moi, c'est fini. Je donne l'occasion à quelqu'un qui veut poser une question à poser une question, mais j'avertis déjà à l'avance que je couperai toute intervention trop longue ou tout commentaire qui se prolongerait. Question très courte. Traduction de la chanson. Merci beaucoup. La chanson qu'il a chantée en arabe s'appelle Chamelier. Il dit Chamelier. Ah, yeah. Non, mais rien que pour vous faire plaisir, ben, bien sûr. Avec le micro, pardon. Bien sûr que il faut absolument que. Alors, dans ce cas-là. Wow. Chamelier. Oula, il faut que je vois. Chamelier, reprends tes bêtes. Sache que nous sommes de bonne descendance et nous n'avons connu que l'abondance. Sache que nous sommes de haute lignée et nous n'avons connu que dignité. Nos yeux sont nourris de bonté. Ne viens donc pas les souiller. Reprends tes chameaux et va. Nos cœurs ont pour devise la fraternité. De pierre ton cœur à toi, nous n'en voulons pas, chamelier. La soie ne nous va plus après l'avoir tant porté. L'équité est notre voie. Nos yeux sont nourris de bien. Ne viens donc pas y souiller. Reprends tes chameaux et va. Reprends tes chameaux et va. Nous avons jeté la soie après avoir tant porté. L'éphémère beauté ne nous séduit plus. L'inconstant amour ne nous attire plus. Seule l'équité nous importe. Et tu reviens encore nous séduire avec tes chameaux. Lève-toi. Lève-toi. Tente de changer ton état. Les attaques des ennemis redoublent de violence. Nous leur avons fait confiance. Ils se révèlent reptiles ou venin mortel. J'ai souvenir de notre demeure toujours éclairée. Maintenant, notre blé et notre orge ne sont que sang. Blessé au cœur, je m'interroge à quand
des sombres nuits de tourment. Ils nous ont dupés, pourtant nous sommes loyaux. Ils nous ont humiliés et leur médisance ne présage rien de bon. Merci encore Abdelhaïk, merci.